Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. J'aurais peut-être dû boire une bière avant de venir. Donc je parle vite fait de ma chaîne, je parle de l'histoire des armes. Donc pourquoi l'histoire des armes? Parce que les armes existent depuis que l'humanité existe. Donc c'est vraiment une grosse part de notre histoire. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Même de nos jours, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça continue d'écrire notre histoire et il ne faut pas l'oublier. Du coup, je veux un peu changer le regard des gens sur les armes, que ça ne soit pas non plus qu'un instrument de mort. C'est aussi, donc, comme j'arrête pas de le dire, une part d'histoire, mais aussi de magnifiques œuvres artisanales. Parce que ce soit les armes blanches avec la forge ou les armes à feu qui ont des mécanismes tels de l'horlogerie. Donc voilà, je vais enchaîner avec la conférence qui parle donc de l'histoire des armes médiévales, ce qui est un peu vague. Donc j'ai sélectionné quelques-unes des armes médiévales qui ont été utilisées pendant la période de la forteresse, ici même. Donc ça revient à peu près à dire que les armes utilisées en France entre 1000 et 1400 à peu près. Donc je vais commencer avec les épées, qui sont l'emblème du Moyen-Âge. Elles sont donc... l'épée, c'est plus un terme générique qu'autre chose, parce qu'il existe plusieurs dizaines de types d'épées différentes. Donc elles sont regroupées en trois familles, on va dire. Donc c'est par nombre de mains pour les utiliser. Donc on a les armes à une main, comme le glaive romain par exemple, ou l'ulbert viking, ou encore la rapière utilisée à la Renaissance. On a les épées bâtardes, qui sont les épées à une main et demie. Donc ça, on va dire que ça dépend un peu de la taille des mains, quoi, parce qu'il y a des épées à deux mains qui sont mises dans cette catégorie et des épées à une main aussi. Donc c'est pas vraiment précis à ce sujet-là. On a les épées à deux mains, donc il y a la Claymore écossaise par exemple, qui est très célèbre, qui faisait à peu près 1,30 m de long. On a en France l'espadon, qui faisait entre 1,70 m et 2 m, et 2 kg. Donc 2 kg, c'est pas énorme, mais sur une arme qui fait 2 mètres de long, avec une armure et un coup lancé à pleine puissance, on le sent passer quand même. Hein. Et c'est très difficile d'arrêter un coup une fois lancé. Et en Allemagne, ils utilisaient les Flamberges, donc c'est à peu près la même chose que l'espadon, c'est les mêmes dimensions. On l'appelait d'ailleurs espadon à oreille ou espadon à oreillon, parce que sous la garde, il y avait deux petits picots sur la lame. Donc c'était comme une deuxième petite garde au cas où, quoi. Et puis la lame était ondulée pour représenter un peu l'ondulation de la flamme. Donc au Moyen-Âge, puis beaucoup avant et puis un petit peu après aussi, l'acier était de très mauvaise qualité, donc les armes cassaient souvent. C'était vraiment la galère. En gros, celui qui avait les meilleurs aciers gagnait les guerres. Parce que si on a une armée en face dont les épées cassent pas et que les nôtres cassent, bah, on est quand même bien dans la merde. En Asie, ils avaient un acier beaucoup plus travaillé que le nôtre, beaucoup plus pur. Et donc les échanges commerciaux ont permis de les apporter en Europe. Donc les forgerons ont étudié les aciers, étudié les lames, ont essayé de comprendre comment elles étaient faites. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est grandement amélioré les qualités. Et que c'est aussi, entre autres, pour cette raison que la métallurgie est aussi avancée de nos jours, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet. Donc pour améliorer les lames, quoi. Donc on va parler un peu des haches aussi maintenant. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Donc en France, à cette époque, les haches c'était plutôt une arme de pouilleux ou de barbares, donc on les utilisait très peu. Il y avait très peu de chevaliers qui utilisaient la hache, il y en avait quand même certains, mais c'était vraiment une arme aux dernières cours, quoi. On en trouvait par contre beaucoup dans les premières lignes, ce qu'on appelait les chars à canon, quoi. C'est de toute manière les soldats du bas peuple qui étaient destinés à mourir. Donc les royaumes ne voulaient pas investir dans leur équipement qui serait de toute manière en grande partie perdu. Donc on voyait beaucoup des haches, mais des haches de bûcherons ou de charpentiers. Donc en fait les soldats prenaient ce qu'ils avaient sous la main parce qu'ils ne pouvaient pas se payer leur propre épée. Donc les peuples germaniques ont été les premiers à créer la vraie hache de guerre comme on l'entend aujourd'hui. Donc par exemple la fameuse danoise, une hache très grande qui se manipulait à deux mains, qui était très lourde. Et donc c'était plus difficile à manipuler qu'une épée, évidemment. Mais par contre c'était beaucoup plus dévastateur. Avec un gros coup de hache, on pouvait facilement désarmer ou briser la garde d'un adversaire, voire même le tuer d'un seul coup, quoi. Après, du côté des Francs, il y a eu la Francis qui a été pas mal utilisée. Donc c'était une petite hachette qui servait à être jetée.
En gros, les soldats jetaient cette hache et puis ils pouvaient charger juste derrière pendant que les ennemis se protégeaient. Donc ça permet de créer une ouverture pour foncer un peu plus sereinement, quoi. Donc et par la suite, c'est plus une adaptation des haches qui ont été utilisées, donc les fameuses hallebardes. Après, il y a eu des dérivés, la bardiche ou la guisarme. Donc une hallebarde, c'est quoi? C'est tout simplement un fer de hache qui a été mis sur un manche d'environ 2 mètres, 2 mètres 50. Donc il y a souvent une pointe sur le dessus, ou alors c'est le fer qui fait une pointe pour faire des coups d'estoc, donc planter. Et donc, le fait que cette hache soit mise sur un manche, ça les fait rentrer dans la catégorie des armes. Vous savez, non? Les armes d'Ast. Pas d'amateur de Kaamelott qui gueule à roulette. Du coup, les armes d'Ast. Je retrouve où j'en suis. Qui ont été utilisées donc, sur la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Et on peut encore en trouver de nos jours, par exemple, les gardes suisses au Vatican. Ils en ont toujours pour leur parade et puis pour garder les portes. Donc la hallebarde, c'est pratique parce qu'en combat, c'est une arme longue, donc on peut se cacher derrière une rangée de boucliers. On est déjà plus protégé. Le côté tranchant permet de couper entre les intersections, enfin les interstices d'une armure, et les pointes servent à planter tout. Du coup, caché derrière le bouclier, on plantait facilement sans se faire abattre. Parce qu'une arme à distance, c'est bien, enfin une arme longue, c'est bien, mais au corps à corps, ça vaut plus rien du tout. Parce que l'ennemi est trop proche de nous, on ne peut plus se défendre. Donc après, ça a beaucoup été aussi utilisé contre la cavalerie, qui était une des... D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça pour les épées à 2 mains, qui étaient utilisées beaucoup contre les cavaleries aussi, pour couper les jarrets des chevaux, pour stopper les assauts. Parce que la cavalerie, c'était l'une des forces d'armée les plus puissantes, qui était très difficile à combattre, ou à se protéger en tout cas. Du coup, les hallebardes ont été beaucoup utilisées contre la cavalerie aussi, pour la simple et bonne raison qu'à distance, on plante pour la hallebarde ou la lance, et puis on peut s'écarter. Donc ça a été beaucoup utilisé à ce sujet-là. Après, ça a été un peu remplacé par les piques, qui sont des espèces de lances avec une pointe très effilée, et qui fait avec un manche de 4 mètres. Donc c'est loin des lances dont on a l'image aujourd'hui. Donc 4 mètres, c'est vraiment énorme, hein. Ça doit être plus ou moins jusqu'au mur là. Donc ça, c'est les piques. Ça a été beaucoup utilisé après par les piquiers. Et ça a remplacé donc les hallebardes contre la cavalerie jusqu'à l'arrivée de la poudre. Du coup, après, on peut passer aux lances. Donc les lances avec les masses, ça fait partie des armes les plus anciennes de l'humanité. Elles ont plus ou moins toujours existé, celles-là. Elles ont beaucoup été utilisées déjà à la préhistoire pour la chasse. Encore beaucoup au Moyen-Âge. Donc les nobles partaient à la chasse avec leurs lances. Là, évidemment, il y avait toute une troupe de chiens qui bloquaient la bête dans un coin. Évidemment, le noble n'était pas tout seul, donc tous les gens qui l'accompagnaient étaient armés d'arcs. Ils blessaient quasiment à mort la bête. Et le noble venait avec sa lance pour porter le coup fatal et ainsi avoir la gloire de la chasse. La gloire entre guillemets, hein. Donc alors, l'explication d'une lance, qu'est-ce qu'une lance? Donc ça rentre dans la catégorie des armes d'ast, comme les hallebardes. Donc c'est une arme en fer, donc généralement c'est des pointes, mais il y a aussi vraiment un dérivé énorme. Il y a des lames, il y a des crochets, il y a tout ce qu'on veut, qui est monté sur un manche d'environ 2 mètres, qu'on appelle la hampe. Et au bout du manche, il y a un talon en fer qui sert à planter la lance dans le sol. Donc pourquoi planter la lance dans le sol? Tout simplement quand on se fait charger par un cavalier, encore la cavalerie, hein, si j'ai ma lance sous le bras et qu'un cavalier me charge, je vais planter ma lance dans le cheval sur 5-10 cm et puis je vais me faire piétiner. Alors que si je plante ma lance dans le sol, je la bloque avec mon pied et je l'incline vers le cheval, il va s'empaler dessus beaucoup plus profondément, il va se lever, il va chuter et puis basta quoi. Après ça servait aussi en repos pour les planter, on pouvait faire plein de choses avec, mettre ses tentes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la lance ça sert à rien au corps à corps. Donc c'est souvent utilisé derrière des rangées de boucliers. Donc les hommes en bouclier avaient leurs épées pour le corps à corps et derrière les piquiers. Donc comme par exemple les tortues romaines, comme on entend souvent. Mais tous les peuples ont fait ça de toute manière. Donc les piquiers, c'est ceux qui utilisent les piques, c'est les fantassins, donc les soldats à pied. Par contre, quand on parle de lanciers, c'est en général les cavaliers. Donc les cavaliers qui utilisent des lances. Donc c'est des gros cavaliers en armure, des chevaliers.
Et ils étaent tellement puissants, tellement badass que ça a donné envie aux nobles de faire un tournoi, donc les fameuses joutes équestres. Donc c'est devenu un jeu. Donc les fameuses joutes équestres qui ont permis de développer un peu les lances différemment. Les pointes ont été émoussées. Les lances étaient équipées au bout d'un crochet pour le fixer à l'armure, pour pouvoir la tenir plus facilement. Du coup, les lances ont été construites beaucoup plus épaisses pour rendre les spectacles encore plus époustouflants. Et donc, mais malgré toutes ces précautions, il y a quand même eu plusieurs accidents, plusieurs blessés, plusieurs morts. Et par exemple, le roi de France, Henri II, qui a combattu contre son capitaine lors de joutes équestres et qui a été blessé à l'œil le 30 juin 1559. Donc je suppose que ce n'est pas une petite écharpe dans l'œil. Hein. Donc la lance a explosé, il s'est pris un mastard dans l'œil et puis je pense que ça a crevé l'œil, ça a peut-être perforé derrière. Et du coup, c'est pas de bol parce que les ouvertures pour les yeux à cette époque, c'est vraiment minuscule, quoi. On voit quasiment rien. Et donc, il est mort de ses blessures, de cette blessure, le 10 juillet. Donc, ça a mis fin à son règne pour une joute. Donc voilà, maintenant, on va passer aux masses. Donc, les masses d'armes et les fléaux d'armes. Donc, pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. Donc, c'est une arme qui est très instinctive, la masse. Je dis souvent que c'est ancré dans nos gènes, mais ça ne plaît pas aux gens en général. Mais donc c'est très instinctif, c'est depuis la nuit des temps, on prend tout ce qu'on trouve sous la main pour s'en servir comme masse. Même là, je peux me prendre le micro pour me servir de masse, un pied de table, n'importe quoi, une poêle. Tout peut servir de masse. C'est une arme contondante en fait. Du coup, la différence concrète entre les masses et les fléaux, c'est que la masse, c'est un poids fixé sur le manche, alors que le fléau est relié au manche par une chaîne. Donc c'est une arme souple, qui est beaucoup plus difficile à manipuler et à parer. Du coup, en type de masse, nous avons les gourdins ou les massues, qui sont en bois, qui sont d'ailleurs uniquement en bois, et c'est celles-là qui étaient les ancêtres des masses. Une masse, c'est en général un poids en métal, donc en acier, ou alors un poids en bois, mais renforcé, soit par une feuille d'acier, soit par d'autres moyens. C'est renforcé, quoi. Du coup, le fléau d'arme. Donc, entre parenthèses, on rajoute le mot d'arme derrière le nom d'une arme pour désigner l'usage militaire. Donc, on écrit arme toujours au pluriel. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, il y a trois types principaux de fléaux. Donc, il y a le fléau d'arme classique, c'est un poids d'acier relié à une chaîne qui est reliée au manche. Le manche fait en général entre 30 et 80 cm comme pour la masse. Le poids n'est pas très gros, comparément à ce qu'on pourrait penser. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, le poids du roi Nazgûl, c'est pas possible. Parce que bon, 50 kg comme ça, moi je les porte pas. Hein. Nous avons ensuite le goupillon. Suspense. Donc le goupillon, c'est comme le fléau classique, sauf qu'il y a entre 2 et 5 poids qui sont attachés à des chaînes, donc tous reliés au même manche. Ce qui rend l'arme, pour moi, c'est moins pratique, plus dangereuse pour l'adversaire, mais aussi pour l'utilisateur. Puis nous avons le plomé, donc c'est un goupillon, mais avec un manche de 2 mètres. Donc c'est plus soft pour nous, parce qu'on risque pas de se remanger un coup de boulet, mais c'est plus dur à manipuler aussi, quoi. Donc vous connaissez peut-être la Morningstar, c'est la fameuse masse avec la boule avec des pics, que en général tout le monde connaît et confond avec le Morgenstern. Donc cette masse, c'est une masse anglaise, donc recouverte de pics, et ça a été le terme générique après, ça a été fait en Angleterre et ça s'est exporté en France pendant les guerres. Donc ça faisait impressionnant, donc les gens en ont copié beaucoup, et puis finalement en fait c'est de la vraie daube. Parce qu'un poids avec des pointes comme ça, je mets un coup de masse, il va se planter dans le bouclier ou la pièce d'armure, et le temps de le dégager, je me suis fait couper en deux, quoi. Donc c'est vraiment pas pratique, ça fait peur, mais au final, vaut mieux un poids bien lisse, c'est plus soft quand même. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, le Morgenstern, c'est plutôt une espèce de batte de baseball avec des pointes, donc c'est une masse en bois recouverte de pointes. Ça a été relativement peu utilisé aussi, pour les mêmes raisons plus ou moins, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'armure en plate. Du coup, ça se plantait dans le cuir, c'était plus facile à utiliser, mais aussi plus fragile.
Par contre, il y a les ailettes qui ont beaucoup été utilisées. Donc ça, on en voit souvent aussi dans les musées, les masses ou les fléaux avec des ailettes, entre 4 et 12 ailettes par poids en général. Donc la force de frappe est beaucoup plus grande avec les ailettes, parce que du coup c'est la même force de frappe, sauf que l'ailette elle se finit plus ou moins en pointe avec un petit plat, donc ça se plante moins. Mais du coup la force est répartie juste sur une petite surface, donc ça perfore les armures, ça les écrase. C'est vachement facile, par exemple au Moyen-Âge contre les grosses armures de plate. Les épées tranchantes servaient quasiment à rien, parce qu'à part derrière les genoux, quelques petites ouvertures vraiment faibles, il fallait mieux des armes pour écraser plutôt que pour trancher, ou alors estoc. Ça c'est bien aussi les stocks. Et du coup, un coup de masse sur un home, par exemple, ça fracassait le crâne, bon il faut aller taper quand même un peu fort, ça fracassait le crâne facilement quand même, à travers l'armure, donc c'était vraiment un avantage par rapport aux autres armes. Donc nous avons aussi, sur les fléaux, donc il y a le poids rond, mais il y a aussi des lingots, c'est pareil mais en rectangulaire, qui étaient pas mal utilisés, voire des anneaux, qui étaient beaucoup moins utilisés parce que ça s'accroche forcément. Donc la masse a beaucoup été, on suppose qu'elle a été utilisée par le clergé pendant les croisades. Cette arme était désignée par le terme sine effusione sanguinis, qui signifie sans effusion de sang. Parce que cette arme répandait pas le sang et n'était pas censée tuer, c'était juste censé blesser, et donc les moines, les membres du clergé ne remettaient pas en cause leur serment. Mais donc c'est venu du fait que sur la tapisserie de Bayeux, c'est une longue tapisserie qui fait plusieurs mètres de long, il y a apparemment un évêque, Odo de Bayeux, qui a été représenté avec une masse à la main. Mais bon, d'après les historiens, il s'agit plus d'une histoire qu'on raconte comme ça plutôt que d'un vrai fait historique. Il n'y a pas de vraie preuve, quoi. Du coup, je vais vous parler maintenant des arcs et des arbalètes, pour finir apparemment. Pour faire un arc, il faut du bois et de la corde, mais pas n'importe quoi aussi. Donc pour le bois, en général, on utilise du buis, du frêne, de l'if ou de l'orme, ou même d'autres essences, mais c'est principalement celle-là. L'if est d'ailleurs appelé le roi des bois d'arc. Donc c'est ce qui est utilisé le plus, de toute façon. Et pour la corde, on prend souvent du chanvre qu'on tresse, ou alors pour les arcs haut de gamme, on utilise de la soie. Donc apparemment, elle a été trempée dans de la cire, mais ça reste à prouver. On n'en est pas trop sûr. Du coup, je vais vous parler de 3 types d'arcs traditionnels. Donc en Europe, par exemple, le longbow, que vous devez connaître. C'est l'arc qui a été utilisé principalement en Angleterre, c'est venu de là. Après, ça s'est répandu dans l'Europe. Donc c'est un arc qui fait environ 1,80 m, qui en général fait la taille de son porteur, de son utilisateur. Du coup, il est fait en bois uniquement. Ensuite, nous avons les arcs recourbés, qu'on appelle aussi arcs composites, qui sont faits en bois, en corne et en tendon animal. Donc ils sont recourbés, donc l'arc classique il fait en forme de D, et l'arc recourbé c'est pareil, sauf que les pointes elles reviennent vers l'avant. Donc ça c'est beaucoup été utilisé en Chine, c'est des arcs beaucoup plus courts, environ 1 mètre, 1,20 m, 1,20 m pour les grands on va dire. Et donc ça a été utilisé chez les Mongols, les Coréens, les Chinois, etc. Ensuite nous avons les Yumi par exemple, c'est des grands arcs japonais traditionnels utilisés pour la pratique du Kyudo, donc c'est le tir à l'arc japonais. C'est des arcs qui font 2,21 m, c'est super précis, comme tout ce qu'ils font d'ailleurs. Et les grands maîtres de cette pratique pouvaient tirer des flèches à 500 mètres. Ça fait du bien ça. Donc ouais, 500 mètres, donc c'est quand même hyper colossal. On ne se rend pas trop compte maintenant de nos jours avec les armes à feu, mais à l'époque c'était vraiment génial. Et à 500 mètres on ne voit pas la cible. Il disait qu'on la devinait. Donc en gros quand ils tirent leurs flèches, ils s'arrêtent. Normalement, c'est comme ça qu'on tire à l'arc d'ailleurs. On a la cible, il ne faut pas tirer dans la cible, il faut tirer plus loin que la cible. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à toucher leur cible à 500 mètres. Donc la puissance des arcs et des arbalètes, donc d'ailleurs ça se mesure en livres. Vous avez peut-être déjà vu ça, le tir à l'arc c'est très courant de nos jours. Du coup, une livre est égale à 0,454 kg, donc 454 grammes. Donc ça veut dire qu'il faut 454 grammes de force pour bander l'arc. Donc par exemple avec un arc de 10 livres, ça fera 4,54 kg. Bon, 10 livres c'est de la merde, hein. Franchement, en dessous de 25 livres, ça sert à rien, on tire à 5 mètres, quoi. Plus le nombre de livres est haut sur un arc, vous l'aurez compris, plus c'est difficile de bander l'arc. Et plus loin ira la flèche aussi. Plus il est puissant, plus la flèche partira loin. Du coup, en moyenne, un arc de guerre utilisé au Moyen-Âge faisait à peu près 80 livres.
Ce qui représente... j'ai pas fait le calcul, donc débrouillez-vous. Du coup, 80 livres, c'est quand même énorme, hein. Nos jours, on utilise en moyenne pour cette pratique des arcs entre 26 livres et 45 livres. 40 livres, c'est déjà quand même pas mal. Et par contre, il y a des longbows qui ont été retrouvés dans l'épave du Marie-Rose, qui faisait, donc ils ont retrouvé, je crois, plus de 1000 arcs qui ont été conservés vu que c'était dans l'eau. Et la majorité de ces arcs faisaient une puissance de 160 livres, ce qui représente une force de 73 kg. Donc en gros, un homme pendu en dessous pour pouvoir le bander l'arc, quoi. Et ça, franchement, faut y aller, quoi. Donc ça, c'est colossal. Et franchement, je sais pas comment ils faisaient pour les utiliser, hein. Donc ensuite, nous passons aux arbalètes, qui étaient beaucoup plus puissantes, qui étaient beaucoup plus précises aussi. Par contre, la cadence de tir était fortement réduite, parce qu'il fallait recharger. Donc les mécanismes, je vais vous en parler juste après, c'était plus long que juste bander l'arc et tirer, quoi. Donc on parle en moyenne de 3 carreaux. On parle de carreaux d'arbalète pour redésigner la flèche. C'est des flèches beaucoup plus épaisses et plus petites. Vous en verrez derrière, de l'autre côté, là, ils font du tir. Donc on parle d'environ 3 carreaux d'arbalète tirés contre 12 flèches par minute. Donc pour les bons archers, hein, évidemment. Ce qui fait quand même pas mal la différence. Donc elles sont apparues au Xe siècle. Et elles étaient tellement puissantes et tellement dévastatrices qu'elles ont été jugées comme armes du diable. Et elles ont été interdites par le pape Innocent II en 1139. Donc interdites au combat. Sauf que comme dans toutes les religions, faut pas déconner, c'est que contre ceux qui pratiquent cette religion. Donc les infidèles, on pouvait les canarder à l'arbalète. Il n'y a pas de souci. Donc en général, l'arc d'arbalète est fait en métal. On en trouve aussi en bois, mais il fallait résister à la forte pression. Ensuite, cet arc est fixé dans une pièce en bois qu'on appelle l'arbrier, qui contient aussi le mécanisme qu'on appelle la noix. Allez pas me demander pourquoi, je ne sais pas. Donc il y a 4 types principaux de mécanismes d'arbalète. Nous avons les arbalètes à croc, qui possèdent un étrier en dessous de l'arc. Il y en a de l'autre côté, je crois. Donc on met le pied dans l'étrier, on tient la corde à 2 mains et on pousse sur la jambe pour bander l'arc. Enfin, l'arc de l'arbalète, hein. Ensuite, on a les arbalètes à pied de biche. Donc c'est des arbalètes à levier. Quand on actionne le levier, on tire sur le levier, ça amène 2 crochets sous la corde qui ramènent vers le mécanisme pour la bloquer. Donc ça a beaucoup été utilisé à cheval parce que c'était très pratique. Ensuite, nous avons les arbalètes à moufle qui étaient avec manivelle. Ça, c'était les arbalètes les plus puissantes. Et puis, nous avons les arbalètes à crâne-quin. Donc ça, c'est avec une manivelle avec un tambour à dents qui faisait, ça faisait avancer le mécanisme sur une crémaillère. Donc ça remontait la corde, pareil. Et c'est grâce à ce mécanisme qu'un stratège chinois a réussi à mettre en place une arbalète automatique qui tirait 10 carreaux en 15 secondes. Donc je ne vous explique pas le mécanisme ici sans support visuel parce que vous n'allez rien comprendre. Mais c'était balèze. Et donc en général, la puissance d'une arbalète, c'est entre 200 et 350 livres. Ce qui est vraiment super colossal. Ça fait 159 kg de pression, enfin de puissance. Donc on peut pas le faire, un homme ne peut pas le faire. Parce que c'est... Voilà quoi. Et du coup, une arbalète puissante pouvait donc ça tirait à plusieurs centaines de mètres, environ 400 mètres. Et à 150 mètres, ça pouvait transpercer une armure sans le moindre souci, quoi. Donc c'est pour ça que ça a été interdit. Et donc je devais vous parler des flèches, mais apparemment il n'y a plus le temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là tout le week-end. Et puis merci de m'avoir écouté.